Alors, je vais en fait reposer le cadre sur mes 2 premières diapos, mais c'est des choses qui ont été dites dans la discussion d'avant, pour bien qu'on resitue où est-ce qu'on part, pour situer notre voyage, comme ça vient d'être dit. Et puis après, on aura 3 points ensemble. Je ferai le point sur les différentes indications cliniques de la pleine conscience. Ensuite, je vous parlerai des processus, comment ça marche. Et puis, je terminerai par quelques pistes pour les recherches à venir. Alors, donc, on l'a dit, il y a plusieurs termes qui vont définir cette méditation de pleine conscience, hein, la pleine conscience, la pleine présence ou mindfulness, qui est le terme anglais d'origine. Et puis, je voulais aussi rappeler la définition qui fait le plus consensus, celle de Jon Kabat-Zinn, qui est le fait de porter son attention délibérément sur l'expérience qui se déroule au moment présent sans jugement de valeur. Et en fait, j'aime bien faire le parallèle avec un petit extraterrestre, parce que c'est l'idée que quand on va, en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir découvrir les choses comme si on les avait jamais vues, comme si c'était la première fois. Et on peut imaginer un petit extraterrestre qui débarque sur notre planète et qui voit vraiment les choses avec un regard neuf. Et donc la pleine conscience, c'est cette invitation à découvrir les choses avec ce qu'on appelle le regard du débutant, comme si c'était la première fois. Il y a aussi l'idée que, donc, en étant ancré sur le moment présent, on va du coup ne pas se laisser emporter par les ruminations du passé. Alors bon, toute l'histoire, c'est que être présent, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de le rester. D'où le fait qu'il s'agit vraiment d'un entraînement. Et alors, je voulais reprendre aussi la pleine conscience en 7 points pour montrer les différents points qui vont permettre de le définir. Alors, on part du premier point, puis après, je vais ouvrir les 6 autres. On a dit, hein, c'est vraiment l'idée d'être sur un entraînement au niveau de l'attention. Donc, c'est une attention soutenue sur le moment présent. Alors, en termes de processus, c'est-à-dire sur quoi on va se focaliser. Donc, François l'a très bien décrit avec différents types de méditation où on peut être sur quelque chose de focalisé ou sur quelque chose de plus ouvert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'attention, on va pouvoir la centrer sur des processus qui sont internes, c'est-à-dire ça peut être nos pensées, nos émotions, nos sensations, mais aussi sur les choses qui sont externes. Donc, le monde qu'on va pouvoir entrevoir à travers nos 5 sens. Alors, ça me paraît aussi important de distinguer le type de pratique qui va pouvoir permettre d'atteindre cet état de pleine conscience. En fait, il va y avoir la méditation qui va nous servir comme point d'ancrage et qui va être importante. C'est ce qu'on appelle en fait la pratique formelle. C'est vraiment l'idée de faire une pause. À un moment donné, je vais me poser et je vais vraiment entraîner mon attention. Mais il n'y a pas que ce type de pratique. Il y a aussi des pratiques qu'on appelle informelles, dans lesquelles on va pouvoir du coup amener une attention particulière dans nos activités de la journée sans avoir besoin de faire de pause. C'est-à-dire que nos journées se déroulent, mais il y a peut-être certaines activités qu'on a l'habitude de faire vraiment ce qu'on appelle en mode pilote automatique, en étant pas vraiment présent. Et bien là, on va essayer d'amener vraiment une attention. Je sais pas, moi, par exemple, le déjeuner du matin, parfois on est en train de faire 1000 choses en même temps. Et là, on va essayer de vraiment se centrer sur ce qui se passe, sur ce qui se passe en nous, sur ce qui se passe autour, pour vraiment être ancré dans le présent. Donc, je continue sur mes points. On parle d'un entraînement de l'attention, mais ce n'est pas non plus de n'importe quelle manière. Il y a aussi la façon dont on va le faire, la qualité de cette attention. Et du coup, on parle d'acceptation, de non-jugement. C'est vraiment l'idée d'être dans une bienveillance. Et quand on va observer quelque chose, même si c'est quelque chose qui fait mal, d'essayer de l'observer vraiment avec bienveillance et d'éviter tout ce qui est jugement. Et alors, le dernier point, non, il y a encore 2 points. Il y a la notion du fait que c'est un effort, c'est pas quelque chose de naturel. On a plein d'automatismes et le fait de pouvoir se centrer sur le moment présent, ça nécessite un effort. C'est pour ça que dans la définition, on parle de quelque chose de délibéré, c'est un choix. Et également, quelque chose qui du coup va bien le distinguer de l'hypnose, c'est que dans la méditation, on ne cherche pas à modifier l'expérience. On cherche à se connecter à notre expérience telle qu'elle est, mais pas à la modifier, même si parfois le simple fait de se connecter à cette expérience va la modifier. En tout cas, c'est pas quelque chose d'intentionnel.
Donc j'arrive à mon premier chapitre sur les indications cliniques. Et je vais d'abord resituer un peu en termes d'historique l'arrivée de la méditation de pleine conscience dans le monde de la médecine et celui de la psychothérapie. Donc effectivement, le mot méditation, enfin, l'activité de méditation, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Hein. On voit qu'on peut le situer, on peut faire un lien avec les pratiques bouddhistes qui datent de plus de 2000 ans, où il y avait déjà des pratiques comme samatha, où en fait ça consistait à se centrer sur quelque chose pour obtenir la paix intérieure. Et vipassana, où là, c'était vraiment l'idée en entrant dans des pratiques méditatives, de pouvoir avoir une meilleure compréhension du monde. Dans les années 1980, il y a Jon Kabat-Zinn, donc c'est la première photo, la photo du milieu, qui a souhaité en fait introduire la méditation. On parle de sécularisation, c'est l'idée de l'introduire, mais de façon laïque. Donc lui, il était médecin et il a voulu l'introduire à l'hôpital auprès de patients qui souffraient d'anxiété et de douleurs chroniques, avec l'idée que vraiment ça pouvait être un complément par rapport aux traitements médicaux pour les aider à travailler sur la gestion du stress. Donc il a mis en place un programme qui s'appelle le programme MBSR, pour Mindfulness Based Stress Reduction, qui en fait va compiler des temps de méditation, des temps d'échange et aussi des temps de psychoéducation pour vraiment bien comprendre comment le stress fonctionne et comment on y réagit. Donc ça a été vraiment la première entrée de la méditation dans le monde occidental au niveau médical. Un peu plus tard, dans les années 2000 à peu près, il y a eu l'équipe de Segal qui a voulu du coup introduire cette méditation dans le champ plus de la psychothérapie, en venant cette fois-ci le coupler avec ce qu'on appelle les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Et donc là, c'était l'idée de pouvoir travailler aussi, par exemple, sur tout ce qui est rumination, sur nos distorsions cognitives, pour pouvoir se rendre compte de vers quoi nous emmènent toutes nos pensées et des biais qui peuvent exister, et pour travailler sur des notions plus d'acceptation plutôt que d'évitement de ces pensées-là. Et donc, l'équipe de Segal a proposé un autre protocole qui est très calé sur le protocole MBSR, puisque en fait, ce sont des protocoles qui se déroulent en 8 semaines et qui se déroulent en groupe. Donc, il va y avoir chaque semaine un temps de regroupement du groupe et ces séances-là, qui durent 2h30 à peu près, vont mettre des temps de méditation, des temps d'échange et des temps de psychoéducation. Dans le programme MBCT, l'indication, c'est la rechute des dépressions, parce qu'on va vraiment travailler sur ces ruminations, entre autres, hein, mais avec l'idée que c'est en apercevant le cercle vicieux dans lequel on peut partir, qu'on va pouvoir du coup prévenir le début d'une dépression. Alors là, je vais balayer les scopes des bénéfices, parce qu'il y a maintenant beaucoup de littérature sur la méditation de la pleine conscience. Alors bien sûr, souvent, c'est difficile d'isoler l'ingrédient méditation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches qui sont sur les programmes dans leur intégralité. Donc on a beaucoup de bénéfices en termes de régulation des émotions, à la fois le fait de pouvoir plus facilement tolérer des émotions négatives, parce qu'en fait, on s'y confronte et du coup, on s'y habitue, mais aussi de pouvoir plus apprécier des émotions positives. Il y a également la dimension d'impulsivité sur laquelle la pleine conscience travaille beaucoup, parce qu'on l'a vu, l'idée c'est de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe, faire un peu un pas de recul, et du coup d'être moins dans des réactions automatiques, de se laisser moins emporter par nos réactions automatiques. Voilà, et puis cette plus grande tolérance à notre vécu en fait. Il y a également des choses en termes de comportement. La pleine conscience va aider à se connecter à ce qui est plus important pour nous et à pouvoir un peu plus choisir le type de réaction, le type d'action qu'on veut mettre en place pour pouvoir orienter notre vie vers ce qui est important pour nous. Les travaux montrent aussi des effets en termes de fonction cognitive, avec notamment, on travaille l'attention, donc tout ce qui est flexibilité attentionnelle, j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure, et puis également en termes de créativité. Et puis même si les travaux, on verra, on est un peu aux prémices, il y a quand même des études qui montrent que cette pleine conscience, cet entraînement à l'attention peut également jouer sur la façon dont on interagit avec les autres. Voilà, donc là j'ai balayé le scope, maintenant je vais aller un peu plus en détail. Donc si on se penche déjà sur tout ce qui concerne la santé mentale et psychique, les deux principales indications, ça va être tout ce qui est dans le champ de l'anxiété, notamment avec le programme MBSR dont j'ai parlé, et le champ de la dépression. Donc pour l'anxiété, on va être vraiment sur la notion de régulation du stress,
Donc, les principales indications, ça va être le trouble de l'anxiété généralisée, les états de panique. Il y a aussi des choses qui ont été montrées sur la phobie sociale, par exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce que la pleine conscience va faire? Elle va aider à travailler sur nos capacités d'adaptation par rapport à une situation stressante. Elle va aussi travailler sur la réponse physiologique du stress, notamment en fait, quand on est dans un état de stress, on va avoir une hyperactivation de l'amygdale. Donc la méditation va aider à réduire cette activation et elle va aider aussi à obtenir un meilleur tonus parasympathique. Donc pour faire simple, quand on est en état de stress, on va avoir un système qui s'active dans notre corps, qui est le système sympathique, c'est ce qu'on pourrait appeler le système de l'accélération. On a par exemple le cœur qui bat vite. Et après, il y a un autre système qui permet de le réguler, qui est le système parasympathique, qui va aider à ralentir tout ça. Donc ça marche, c'est quelque chose d'assez naturel, mais on voit que la pleine conscience va pouvoir aider ce système parasympathique à être plus efficace. Également, la pleine conscience va permettre de se connecter plus à ses sensations, à nos sensations, en fait, à ce qui se passe dans notre corps, donc ce qu'on va appeler l'évaluation interoceptive, et du coup, d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe, sur les signaux, et peut-être ajuster un petit peu notre stress perçu. Donc voilà ce qui se passe dans le champ de l'anxiété. Au niveau de la dépression, on va travailler plus sur la notion de rumination, de distorsion cognitive, donc tout ce qui va se passer au niveau de notre mental. En fait, la pleine conscience va aider à se décentrer. C'est vraiment l'idée que c'est comme si on était sous une cascade, on ne voit rien du tout, on est pris, il y a de l'eau partout. Et là, on va apprendre à faire un pas de recul et à observer ce qui se passe. Du coup, à avoir une meilleure compréhension. On va parler d'une conscience métacognitive pour voir tout ce qui se passe. Et cette pratique-là va améliorer les symptômes dépressifs et aider dans la prévention des rechutes. Alors, juste une parenthèse, je pense que c'est important de préciser que du coup, la méditation, on va pas l'utiliser en aigu, c'est-à-dire quand la personne elle est vraiment dans une dépression profonde, c'est pas forcément le moment pour elle d'aller observer ce qui se passe, parce que ça peut être très confrontant. Et en fait, on a dit dans la méditation, on ne va pas aller modifier les choses, on va vraiment se connecter à ce qui existe. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que c'est le bon moment d'être plutôt sur de la relaxation, sur comment apaiser tout ça. Mais à un moment donné, quand les choses iront mieux, là, ça va pouvoir être le bon moment d'aller observer ce qui se passe, comprendre les mécanismes pour du coup pouvoir un peu plus réagir et du coup éviter de partir dans des cercles vicieux qui vont nous emmener dans une dépression future. Alors j'ai voulu prendre deux autres exemples dans le champ de la santé mentale. C'est des exemples qui sont très liés à nos automatismes. Comme on a vu que la pleine conscience, elle permettait de plus être dans des automatismes et de pouvoir avoir un peu de recul et un peu de choix. Il y a celui des troubles des conduites alimentaires qui me paraît intéressant et celui des addictions. Alors pour les troubles des conduites alimentaires, on va justement, avec la pleine conscience, pouvoir un peu plus se reconnecter à nos sensations corporelles et identifier un peu plus ce qui est la faim, la satiété, être plus juste par rapport aux signaux de notre corps. Il y a aussi un travail qui va être lié avec cette notion d'émotion, parce que parfois, quand il y a des troubles des conduites alimentaires, c'est très lié à une réactivité émotionnelle. On va être dans ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle, où on va manger plus en lien avec nos émotions. Donc avoir avoir une meilleure régulation des émotions va aider au niveau des comportements problématiques. Il y a aussi la notion du plaisir de manger, qui parfois n'est plus du tout présent. Là, je pense plutôt, par exemple, à tout ce qui est anorexie, où les personnes sont tellement dans la restriction cognitive qu'elles vont avoir perdu le plaisir de manger qui peut être réappris à travers la pleine conscience. Et puis il y a également la dimension d'acceptation de soi, parce qu'avec cette dimension de non-jugement, on a une composante d'insatisfaction corporelle dans les troubles des conduites alimentaires qui va pouvoir être abordée à travers la méditation. Pour l'addiction, on va travailler vraiment sur le craving, cette envie irrépressible de consommer. Et l'idée, c'est que la pleine conscience va amener notamment à pouvoir avoir une meilleure conscience de ce qui va déclencher cette consommation et du coup de pouvoir, encore une fois, désamorcer certains automatismes. Il va y avoir aussi le fait d'accepter plus facilement les émotions qui d'habitude sont évitées en utilisant la consommation, et le fait de pouvoir être plus dans cette acceptation de tolérance en fait, des émotions négatives, fait qu'on n'a plus forcément besoin de consommer pour être au contact de ces émotions. Et puis encore l'idée d'une pause par rapport à une impulsion, cet automatisme de consommation. Et on voit dans les programmes qui traitent les addictions aussi qu'on peut travailler sur les raisons, donc ça renvoie à la notion de valeur. Quelles seraient pour moi les raisons, à quoi ça va raccrocher d'important pour moi de pouvoir être sobre. Alors je continue maintenant sur la santé physique.
notamment avec deux indications, le champ des maladies chroniques et le champ de la douleur chronique. Alors, dans le champ des maladies chroniques, il y a beaucoup de méta-analyses qui ont été faites, par exemple sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires. Il y a des choses aussi en rhumatologie, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, des choses sur VIH. Enfin, il y a plusieurs maladies comme ça qui ont été ciblées. Globalement, les résultats vont dans le même sens. C'est qu'il y a vraiment une preuve d'efficacité pour tout ce qui est santé perçue, donc la façon dont on va vivre sa santé, la santé subjective. Et il y a quelques éléments en faveur d'une meilleure santé objective avec des indicateurs, mais les preuves sont beaucoup plus mitigées. On sait que c'est plutôt la façon dont les gens vont vivre leur maladie qui va être modifiée par rapport à la pleine conscience, notamment en termes d'anxiété, de dépression et de détresse vécue. Et puis, du coup, l'idée d'aller plus sur le sens de la vie, la tolérance par rapport à l'expérience, l'acceptation et l'ouverture vers l'expérience. En termes de douleurs chroniques, alors François en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée d'aller se reconnecter à sa perception propre. En fait, c'est l'idée, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est l'idée que la douleur, parfois, elle est inévitable. Parfois, dans la maladie chronique, il y a des douleurs qui ne vont pas disparaître, qui restent présentes. Cette douleur, on peut la considérer comme inévitable, mais par contre, tout ce que nous, on a mis autour, avec nos appréhensions, nos jugements, tout ce qu'on a mis autour, ça va finir par faire que la petite boule de départ, elle devient une grosse boule énorme. Et en fait, cette souffrance-là, elle est évitable. Si on revient vraiment à se connecter à la douleur et à travailler sur des processus d'acceptation, ça va permettre d'être avec la douleur, de vivre avec la douleur, mais pas avec la souffrance. Et du coup, on va travailler sur la tolérance à la douleur. Et on voit que ça modifie vraiment la perception de la douleur, notamment en termes du seuil de sensibilité et la douleur qui va être perçue comme moins sévère. Il y a des processus de distanciation aussi qui se font avec la notion d'acceptation. Et ça va aussi beaucoup jouer sur justement tout ce qui est anticipation anxieuse qui vont souvent pouvoir exacerber la douleur. Ici, du coup, il y aura moins d'anticipation anxieuse avec la pratique de la méditation de pleine conscience. Voilà, donc pour conclure sur la santé physique, ce qu'on peut dire, c'est que il y a encore besoin de conforter les recherches dans l'avenir, mais on a maintenant un faisceau de preuves qui montre que la pleine conscience, elle va agir sur les voies biologiques qui sont impliquées dans le stress, notamment au niveau du système nerveux autonome, du système neuro-endocrinien et du système immunitaire, et que ce n'est pas quelque chose qui marche de manière simple, pleine conscience, activation des voies, mais qui va impliquer toute une interaction avec des processus psychologiques, comme les mécanismes, les stratégies de coping qu'on va choisir, ou encore le niveau d'auto-efficacité qui va être perçu. Voilà, tout ça va entrer en interaction. Alors, je vais maintenant vous parler des fonctions cognitives, de l'impact de la méditation de pleine conscience sur nos fonctions cognitives. Alors, on a dit, c'est un entraînement de l'attention, donc il est tout à fait logique que ça améliore les capacités attentionnelles. On va notamment avoir une capacité qui va être améliorée en termes d'alerte, c'est-à-dire qu'on va apprendre à être dans une attention soutenue, à être dans la vigilance, à être capable de s'impliquer, impliquer notre attention sur là où on veut l'amener. Également au niveau de l'orientation, c'est le fait de pouvoir déplacer notre attention. On voit dans les exercices de méditation, on va parfois l'attention par ailleurs, et on s'entraîne. Tout à l'heure, François disait 40 fois, on va pouvoir recommencer. Donc ça nous entraîne vraiment au niveau de cette orientation. Et puis le contrôle exécutif, c'est tout ce qui va amener une stabilité au niveau de l'attention. Et tout ça, c'est très lié aux fonctions exécutives, avec notamment la flexibilité mentale, où c'est la capacité à pouvoir changer facilement d'activité ou de stratégie. La mise à jour, on va pouvoir du coup prendre vraiment en compte des informations nouvelles. Vous voyez, on n'est plus sur... ça aide à ne pas être vraiment ancré sur quelque chose, nos habitudes, et on ne bouge pas. Mais là, il y a des informations nouvelles, on va pouvoir les prendre en compte et les intégrer à notre mémoire. Et puis au niveau de l'inhibition, ça permet du coup de réfréner les automatismes. Ça, je crois qu'on l'a beaucoup abordé. Et cette capacité de désautomatisation, elle va être très importante dans la pleine conscience. C'est vraiment cette prise de recul sur un automatisme, et pas être pris au piège par nos automatismes, mais plutôt vraiment choisir notre réponse. Et on voit que tout ça, ça a un impact notamment sur les biais cognitifs qu'il peut y avoir, les stéréotypes, les préjugés, et de pouvoir être plus clairvoyant sur les automatismes qui nous embarquent. La capacité de métacognition est vraiment très importante aussi et très liée. C'est la capacité à rester présent tout en prenant du recul pour vraiment se centrer sur l'expérience dans sa globalité. C'est vraiment cette idée que j'ai pris de la cascade. Je recule et je vois ce qui se passe. Alors, sur nos interactions, donc là, on est vraiment en prémisse de la recherche, mais je trouvais que c'était intéressant d'apporter quelques éléments quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches, il y a plusieurs types d'études qui sont faites. Il y a des recherches où
on ne bouge pas les choses, on observe simplement ce qui se passe en faisant remplir des questionnaires aux gens. Et en fait, la pleine conscience, c'est une compétence qu'on peut mesurer et on a tous des différences dans la population sur nos capacités à être pleinement ancrés dans le moment présent. Ça va varier d'une personne à l'autre. Et ça, donc, il y a des études qui regardent les compétences de pleine conscience et le lien qui va être fait avec d'autres variables, comme ici l'empathie, pour voir s'il y a un lien. Il y a d'autres études qui vont se baser sur des programmes, donc c'est comme par exemple le MBSR, le MBCT dont j'ai parlé, et qui vont regarder quand on place les gens dans des programmes, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui change. Et puis il y a d'autres études qui sont plus des études expérimentales, où là en fait on va créer 2 groupes différents souvent, et puis il y a un groupe, on va leur proposer une méditation, l'autre groupe on leur propose rien, ou alors on leur propose une tâche complètement différente, par exemple regarder un documentaire quelconque. Et puis ensuite on va mesurer des choses et on va essayer de voir si le groupe à qui on a proposé une méditation, il va y avoir des différences par rapport au groupe à qui on n'a rien proposé. Donc voilà, c'est souvent des petites études, donc il y a des limites méthodologiques et il y aurait besoin de conforter le niveau de preuve. Mais ce qu'on trouve au niveau de l'empathie, alors ce qu'on trouve, c'est que les résultats ne sont pas congruents parce que ça dépend de la dimension. Dans l'empathie, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est affective, une dimension qui est cognitive, bien comprendre l'autre, et une dimension qui est de régulation pour bien faire la distinction entre soi et autrui. Et les résultats montrent que c'est sur les 2 dernières dimensions qu'il va y avoir un lien. Les résultats montrent aussi que quand on est plutôt sur la pratique de la méditation, le niveau d'empathie qui va pouvoir se développer, il dépend beaucoup du contexte dans lequel a été mis en place la méditation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'attention qu'on entraîne, mais aussi quelles sont les valeurs qui sont derrière, quelle est notre intention. Et ça va beaucoup jouer ça sur l'empathie, plus que ça va pouvoir faire varier le niveau d'empathie qui va être développé. Et globalement, comment la pleine conscience pourrait agir sur l'empathie? C'est vraiment parce que cette pleine conscience, elle permet d'augmenter la qualité de l'attention. Elle permet aussi d'être plus sur... en fait, comme on est plus connecté à nos sensations, ce qui se passe en nous, parce que j'ai marqué intra, mais c'est pour dire nos expériences à nous, on est plus connecté à elles. Du coup, ça rend plus facile aussi de se connecter aux expériences d'autrui. Et puis il y a aussi une ouverture vers l'expérience et une décentration qui aide à être dans cette empathie. Au niveau des comportements sociaux, donc ce qui a été étudié, c'est notamment l'altruisme et l'agressivité. Alors, pour citer une étude expérimentale que je trouvais intéressante, il y a une étude où en fait ils ont fait méditer un groupe et puis l'autre groupe ne faisait rien. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé les gens dans une salle d'attente, donc un par un, et il y avait un compère, donc un complice, qui rentrait dans la salle. Et c'était un compère qui était en béquille. Et après, ce qu'ils ont regardé, c'était le nombre de personnes qui finalement va laisser sa chaise à la personne qui est en béquille. Et là, ils se sont aperçus que le groupe qui avait médité avait plus tendance à laisser sa chaise à la personne qui était en béquille. Donc vous voyez, là encore, c'est un petit résultat. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout généraliser, mais je trouvais que c'était intéressant de pointer ça. Globalement, comment la pleine conscience pourrait agir sur nos comportements sociaux? En fait, par exemple, si on prend plutôt l'autre côté, donc l'agressivité, on voit que la pleine conscience, elle va agir sur notre activation physiologique et elle va aider à désautomatiser. Par exemple, on est en colère, on sent la moutarde qui monte au nez et là, souvent, c'est quelque chose de très impulsif, on passe à l'action et voilà, on est sur un comportement agressif. Et bien, la pleine conscience va aider à désamorcer ça en se rendant compte très rapidement que justement, il y a quelque chose qui ne va pas et de pouvoir choisir un autre comportement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout exprimer, qu'on va être dans le monde des bisounours et qu'on ne va jamais exprimer qu'on n'est pas d'accord, mais on va pouvoir choisir la façon de le faire. On va pouvoir peut-être se dire, là, je vais aller prendre l'air et je vais revenir à un autre moment, et du coup, ça va permettre d'être sur quelque chose de moins agressif. La pleine conscience, elle joue aussi sur tout ce qui est rumination, on l'a vu, et les ruminations peuvent nous entraîner dans un cercle vicieux, nous mettre dans un état de colère qui va pouvoir donner des idées de vengeance. Là, je pousse un peu à l'extrême, mais voilà, l'idée, c'est qu'en pouvant un peu plus se rendre compte de nos ruminations et de l'état dans lequel on est, on va pouvoir aussi désamorcer tout ça. Estelle, je te rappelle le temps. Il me reste combien de temps? On est à 25 minutes. C'est bon. Ouais. C'est bon. On va penser à conclure. Ok. Alors juste, je vais faire juste un point sur le couple. Et ce que je trouvais qui était intéressant, c'était la notion de neutralisation de conflit, parce que du coup, on va pouvoir toujours sur cette notion d'automatisme, réfréner nos intérêts personnels pour privilégier la relation à long terme. Bon, j'ai beaucoup parlé, du coup, je ne sais pas, je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'avais encore des choses à vous dire sur les processus.
Donc, il y a le modèle de John Kabat-Zinn. Comment faire pour vous le présenter rapidement? L'idée, c'est que... Peut-être envoyer à ton livre pour le coup, parce que dans les 45 minutes, et comme il y a les topos après. Peut-être quelques mots de conclusion? Ok. Alors, sur la conclusion, ce qu'on peut dire, oui, alors peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est intéressant de repérer, c'est que la pleine conscience, elle active plein de processus différents. Et du coup, en fonction des facettes que l'on va faire bouger, on ne va pas forcément obtenir les mêmes résultats. Il y a par exemple un outil qui mesure la pleine conscience en 5 facettes, et on voit que, donc, par exemple, dans le champ des addictions, ce n'est pas forcément les mêmes facettes qui sont mobilisées. Et alors, je vais peut-être terminer justement par des questions pour la recherche à venir, avec l'idée de qu'est-ce qui serait intéressant d'aller creuser sur la suite. Il y a notamment le poids des pratiques formelles-informelles. On a distingué ces deux pratiques, donc dans quel cas l'une ou l'autre peut être utile. Il y a aussi des questions au niveau de la durée pour obtenir un effet. Combien de temps est-ce que c'est nécessaire? Il y a déjà des éléments, mais ce serait intéressant de creuser ça. Et puis, on a parlé tout à l'heure des ingrédients de la pleine conscience. Donc, on a vu que c'était souvent dans des programmes où il y avait plein de choses qui étaient proposées. Donc, ce serait intéressant d'aller pouvoir vraiment identifier qu'est-ce qui est propre à la méditation, distinguer l'effet groupe par rapport à quand on est tout seul, l'effet du formateur. Et au niveau de la bibliothérapie, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Les gens, parfois, on leur propose des choses pour qu'ils puissent méditer tout seuls. Quel est l'effet par rapport à un groupe? Et également, on a parlé beaucoup de l'intention qu'il peut y avoir derrière. Donc, c'est quelque chose aussi qui serait intéressant à creuser. Donc, l'idée de l'intention, des valeurs qu'il peut y avoir derrière la pleine